Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 18 novembre en Afrique de l'Ouest. Le responsable de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo annonce pour bientôt des vols directs entre le Togo et les États-Unis. Une équipe américaine est récemment venue d'ailleurs dans le pays pour évaluer les capacités techniques et sécuritaires du Togo. Une démarche facilitée par le nouvel aérogare de Lomé, dont les travaux sont presque achevés. Un accord a par ailleurs été signé il y a quelques mois entre le Togo et les États-Unis sur les droits de transport aérien entre ces deux pays. Je vous propose d'écouter le colonel Dokisime Gnamalata, directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Il était au micro de Noël Tadénion, notre correspondant sur place. Au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle aérogare fonctionnelle, elle est pratiquement à 99-100% prête, fonctionnelle. Vous verrez, tous ceux qui ont visité et qui visitent n'en reviennent pas, ils s'étonnent. Tout récemment, on a eu la visite du président de la Banque de la Banque africaine de développement. Et nous avons reçu le 13-15 TSI. C'est-à-dire que c'est un organisme des États-Unis qui vient inspecter, voir si vous avez les normes catégorie 1 avant d'aller chez eux. Et je vous assure qu'ils étaient sidérés. Et bientôt, nous allons donc avoir une visite du TSC d'Allemagne et ensuite de FAE. Et Askai, en partenariat avec Ethiopian Airlines, vont ouvrir des lignes vers les États-Unis. Voyez-vous. Et il y a déjà eu une expérience vers le Brésil. Donc, tous les États d'Amérique du Sud et du Nord seront bientôt, très très bientôt, couverts par Ethiopian en partenariat avec Askai. Nous vous l'annoncions hier dans notre journal du soir, Vox News. Le bébé, connu comme étant le dernier cas atteint par le virus Ebola en Guinée, a été déclaré guéri lundi. Il faut à présent attendre 42 jours à partir de cette guérison pour que la fin de l'épidémie d'Ebola puisse officiellement être annoncée en Guinée. Cette période, comptée à partir du second test négatif du patient, correspond à 2 fois la durée maximale d'incubation du virus. En attendant, la petite fille, qui a été prénommée Nubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, continuera à recevoir un traitement médical spécialisée afin de pouvoir retourner chez elle très bientôt. La petite Nubia, âgée de 3 semaines maintenant et dont la mère est décédée d'Ebola après l'avoir mise au monde le 27 octobre dernier, est un espoir pour la Guinée, un espoir de rejoindre ses voisins de la Sierra Leone ou encore du Libéria parmi les pays libérés de cette grave épidémie. Écoutez. Sa mère a accouché avec nous ici dans le CTE. Sa mère a accouché avec nous ici, dans le centre de traitement Ebola. Quand elle a accouché, c'est le même jour qu'elle a rendu l'âme. Et nous avons toujours continué à suivre la petite et à lui donner le traitement dont elle avait besoin. Parce que lorsqu'elle était née, on lui a fait les tests et elle était positive. Jusqu'à maintenant, la petite va bien et son état s'améliore. Tout Guinéen doit prendre les mêmes mesures de précaution pendant 42 jours jusqu'à ce que nous puissions aussi déclarer la fin de l'épidémie comme nos confrères de la Sierra Leone et du Libéria. On est très contents. Bien sûr, pendant ces 42 jours, il faut quand même faire attention, il faut être vigilant, mais cela veut dire qu'il n'y a plus de contact en Guinée depuis vendredi et que le dernier patient a eu 2 tests négatifs. Donc il y a le Sierra Leone qui a annoncé la semaine dernière que l'épidémie était finie. Et on espère vraiment très fortement que ça va être le tour de la Guinée dans 42 jours. Et rappelons que l'épidémie de virus Ebola, qui est partie de Guinée justement fin 2013, a fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés officiellement. L'Organisation mondiale de la santé indique toutefois que ce bilan pourrait être sous-estimé. En Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan accueillait hier un match de football important, celui entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Libéria, un match comptant pour les éliminatoires du mondial de 2018 en Russie.
Hier, ce sont les éléphants ivoiriens qui ont dominé le match. Ils ont battu les Libériens sur un score de 3-0. La hiérarchie a donc été respectée, puisque les Ivoiriens avaient déjà été vainqueurs en match aller 1-0. Idem donc pour la Tunisie qui a battu la Mauritanie 2-1 à l'aller comme au retour, ou encore l'Afrique du Sud qui a écrasé l'Angola sur un score de 1-0. De son côté, le Cameroun s'est lui contenté de gérer son avance de l'aller face au Niger 0-0. Les petits poussés des Comores et du Swaziland n'ont eux pas su résister malheureusement face aux ogres du Ghana. Le Ghana qui a vaincu les Comores 2-0 à l'aller et du Nigeria qui a vaincu le Swaziland 2-0 en match retour. Autre qualifié de la soirée pour le tour suivant, le Sénégal, le Mali, la Libye, le Congo, dont le sélectionneur Claude Leroy a d'ailleurs démissionné mardi, ou encore le Cap-Vert. Et ces équipes qualifiées pour le 3e et dernier tour seront ensuite dispatchées dans 5 groupes de 4 pays. Les matchs sont prévus entre le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2017. Et les 5 vainqueurs de ce groupe se qualifieront alors pour la phase finale du Mondial 2018, donc qui aura lieu en Russie. À l'international, un nouveau gouvernement vient d'être nommé en Roumanie. Hier, le Parlement roumain a accordé sa confiance donc au gouvernement de l'ancien commissaire européen Dacian Ciolos. Ce nouveau gouvernement pro-européen a maintenant 1 an pour faire ses preuves. Le nouvel exécutif composé de technocrates gérera le pays jusqu'aux prochaines élections législatives qui auront lieu fin 2016. Mais la tâche de ce nouveau gouvernement est ardue. En effet, la population roumaine reste, vous le savez, sous le choc de cet incendie meurtrier d'une discothèque de Bucarest qui avait fait 56 morts fin octobre, mais elle reste surtout lasse de la corruption endémique qui sévit dans le pays. L'enquête autour des terribles attentats de vendredi à Paris continue en France, en Belgique, mais aussi en Allemagne. Selon le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui s'est exprimé hier en conférence de presse, certaines indications pourraient laisser penser que le passeport syrien qui a été retrouvé près du Stade de France serait, je cite, une manœuvre et une fausse piste orchestrée par le groupe État islamique. Cette hypothèse d'une volonté de l'EI de radicaliser le débat migratoire avait également été évoquée par le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas. Monsieur de Maizière n'exclut pas pour autant qu'il s'agisse aussi d'un terroriste venu en France via l'Allemagne. D'autres informations indiqueraient aussi qu'un autre passeport avec le même nom, mais appartenant à une autre personne, serait apparu en Serbie. L'identité de Ahmad al-Mohammad, qui figure sur ce passeport syrien en question, pourrait par ailleurs correspondre à celle d'un soldat de Bachar al-Assad, tué il y a quelques mois. Plus de détails avec cette déclaration du ministre allemand de l'Intérieur. En l'état actuel des choses, il ne semble pas que ces arrestations aient un lien étroit avec les faits à Paris. Il existe des indications selon lesquelles il s'agit d'une piste orchestrée, mais il n'est pas non plus possible d'exclure qu'il s'agisse d'un terroriste venu en Europe, en France, probablement via l'Allemagne. Et par ailleurs, un nouvel appel à témoins a été diffusé hier afin d'identifier un kamikaze du Stade de France. Regardez bien cette photo. Il s'agit de l'homme contrôlé en octobre en Grèce et à côté duquel a été retrouvé le passeport syrien dont nous venons de vous parler. Toute personne qui ait des informations sur cet individu est donc invitée à appeler en France le numéro 197. Tout le stade de Wembley en Angleterre a rendu hier un hommage vibrant aux victimes de ces attentats de Paris. Dans le match amical qui opposait l'Angleterre à la France, les joueurs mais aussi les supporters des deux équipes ont entonné en chœur l'hymne national français. Les paroles de la Marseillaise ont d'ailleurs défilé sur des écrans géants du stade londonien. L'arche du stade de Wembley a également été parée des couleurs bleu, blanc, rouge et son fronton orné de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. L'Angleterre, qui avait tenu à maintenir ce match malgré les problèmes de sécurité, a ainsi exprimé sa solidarité. Elle a transformé ce moment de sport en un instant solennel de recueillement et de souvenirs. 42 face-à-face avec une égalité parfaite de 21 victoires chacun. 6 finales jouées l'un contre l'autre cette saison, avec un avantage de 4 victoires pour Djokovic contre 2 pour Federer. Vous l'avez compris, je ne parle pas de mathématiques, mais bien de tennis. Novak Djokovic contre Roger Federer, un classique. À l'Arène O2 de Londres, c'était l'affiche de la finale de l'an dernier. Une finale qui ne s'est pas jouée, rappelez-vous. Le Suisse avait déclaré forfait le dimanche soir après un match très disputé la veille contre son compatriote Stanislas Wawrinka. Hier,
en tout cas lors du match de la deuxième journée de leur groupe des ATP World Tour Finals. Federer a répondu présent, démontrant pourquoi il est toujours à 34 ans dénommé le maître des cours. Hier à Londres, Roger Federer a dominé Novak Djokovic en 2-7, 7-5, 6-2. La rencontre a une fois de plus tenu le public en haleine. Notre envoyé spécial Victoire Youm a demandé aux Suisses si la finale non jouée l'an dernier lui trottait dans la tête avant d'affronter le Serbe. De son côté, Novak Djokovic s'est montré plutôt forcément déçu de son niveau de jeu. L'invincible, qui restait sur une lancée de 39 victoires d'affilée en indoor, a vu son élan coupé par le maître. Mais il lui reste encore une chance de se qualifier pour les demi-finales. Il devra battre le japonais Kei Nishikori lors du 3e match de poule jeudi. Roger Federer est quant à lui déjà qualifié. Réaction. Oui, c'est vrai, j'étais très déçu de ne pas pouvoir jouer la finale l'année dernière. Surtout après ce énorme match contre Stan, ça aurait été quand même beau de pouvoir avoir une chance de gagner le tournoi. Puis entrer sur le terrain pour s'excuser au public, c'est un peu le pire des scénarios. Voilà, j'ai eu ça quelques fois dans ma carrière que j'ai dû abandonner avant que le match il a commencé à Paris, à Qatar et maintenant une fois ici. Voilà, j'étais triste pour les gens, presque plus que pour moi. Voilà, alors c'est vrai que j'ai pensé à ça. Plus la préparation elle était c'était un peu difficile aujourd'hui parce que j'ai pris 2h30 dans la voiture pour arriver. Alors c'était lent et difficile. Alors j'avais peur qu'une fois de plus j'allais rater le match. Non, honnêtement, j'avais pris la marche. Je suis parti à 3h. Alors j'ai pensé comme d'arriver à 8h pour le match. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir déjà de pouvoir être en forme, de pouvoir entrer sur le match, d'avoir une chance de faire un spectacle, voilà, que j'allais gagner. C'était un peu une petite surprise pour moi, mais je trouve que j'ai fait vraiment un très bon match. Je sais que lui peut mieux jouer, mais on parle quand même haut niveau parce que il a eu une énorme année, énorme série indoor apparemment. Voilà, alors pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, forcément, ce match. So he tactically played well. Il a bien joué tactiquement. Ça ne fait aucun doute qu'il était le meilleur joueur sur le court. Mais je pense que c'est aussi moi qui lui ai permis. Vous savez, je lui ai permis de jouer et de bien rentrer dans la balle et de dicter le rythme du fond de court. Comme je dis, je n'avais pas cette continuité dans les coups, aucune profondeur, franchement, beaucoup d'erreurs. Et en fait, si vous jouez comme ça face à Roger, eh bien, vous n'avez aucune chance. J'espérais qu'en le débreakant dans le second set, j'allais commencer à mieux jouer. Mais c'était pas le bon jour aujourd'hui. Terminons ce flash information avec une triste nouvelle qui vient de frapper le domaine du sport et plus particulièrement du rugby avec l'annonce de la mort du 3/4 d'aile néo-zélandais Jonah Lomu. Jonah Lomu, cette légende du rugby néo-zélandais, est mort à 40 ans. L'ancienne star mondiale du rugby et légendaire All Black a été interrompu dans sa carrière par une maladie rénale qu'il combattait depuis 1995. Il avait d'ailleurs subi une transplantation rénale en 2014. Il s'est éteint dans sa maison d'Auckland où il est né il y a de cela plusieurs années. La disparition de cette immense star de rugby qu'a été Jonah Lomu a évidemment ému tout le monde sportif, vous en doutez. Parmi les premiers à lui rendre hommage, il y avait l'anglais Johnny Wilkinson et le français Thierry Dussautoir. Les All Blacks lui ont également emboîté le pas avec Dan Carter, Sonny Bill Williams, ainsi que ses adversaires, par exemple les Australiens des Wallabies, qui ont tweeté comme le reste du monde, donc en hommage à ce grand Jonah Lomu. On a toutes nos condoléances à la famille de Jonah Lomu. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 18 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.